Bienvenue dans Tendance Inno, votre rendez-vous pour explorer les technologies émergentes présentées par DocaPost, le référent français de la confiance numérique. Je suis Marine Adato, cofondatrice de WAGMI Trends et j'ai le plaisir d'être accompagnée par Olivier Senot, directeur de l'innovation chez DocaPost. Dans ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre des innovateurs et des créateurs qui redéfinissent notre monde numérique. Que votre curiosité vous porte vers le Web3, l'IA ou toute autre technologie émergente, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à une dose d'inspiration et d'information. Au programme, des découvertes, des défis et des solutions innovantes. Alors branchez vos écouteurs, ouvrez votre esprit et plongez avec nous dans l'univers de Tendance Inno. Imaginez un monde où la réalité se mêle à l'imaginaire, où l'apprentissage et l'expérience prennent une dimension nouvelle. C'est dans cet espace fascinant de réalité augmentée et virtuelle que nous nous aventurons aujourd'hui. Nous accueillons Nicolas Dupin, technopédagogue, passionné et président fondateur de France Immersive Learning. Ensemble, nous allons décrypter comment l'AR et la VR, nouvelles frontières de la réalité, transforment notre interaction avec le monde. Pour m'accompagner, Olivier Senot, directeur de l'innovation de DocaPost, nous éclairera plus concrètement sur ce sujet et les enjeux associés. Olivier, c'est à toi. Merci Marine. Bonjour Nicolas. À l'heure de l'accélération de l'innovation, comme tu viens de le souligner, du changement dans la continuité et du chaos ambiant, ça fait du bien de recevoir un entrepreneur à mission, un visionnaire enjoué utilisant les nouvelles technologies pour le bien de tous. De l'enseignement à la réalité virtuelle, en passant par l'informatique de l'État, ton parcours est une leçon de courage et de détermination. Aujourd'hui affairé à mettre à la portée de tous les outils de la connaissance et de la culture du XXIe siècle, Nicolas, dis-nous comment les chérubins de demain aborderont les disciplines scolaires et extrascolaires par l'entremise de la réalité virtuelle. Alors pour entrer dans le vif du sujet et mieux en comprendre les enjeux, je vous propose un quiz sur le marché de la VR et son utilisation. Êtes-vous prêts, messieurs ? Absolument. On est prêt. On est prêt. Première question, quelle est la valeur estimée du marché mondial de la VR en 2027 ? 10 milliards de dollars, 50 milliards de dollars ou 26,9 milliards de dollars ? On aimerait que ça soit 50. On aimerait tous que ça soit 50. Mais tu vas nous dire la réponse. c'est 26,9 milliards de dollars selon une étude de PwC. Deuxième question, dans quel secteur la VR est-elle principalement utilisée ? Le jeu vidéo, la santé ou l'éducation ? ABC. J'ai dit principalement, hein. Ah pardon. Nicolas ? Historiquement, c'est le jeu vidéo, mais je pense que les usages dans le domaine de l'éducation, formation et du loisir sont sous-estimés. Effectivement, c'est le jeu vidéo. Le segment des jeux vidéo représente la plus grande part du marché de la VR. Le nombre d'utilisateurs de casques de réalité virtuelle est estimé à 65,9 millions en 2021. Peut-être, moi qui suis grand praticien de la réalité virtuelle et de ce qu'on appelle les jeux vidéo, préciser que la notion classique de jeu vidéo telle qu'elle est entendue aujourd'hui sur console, sur smartphone ou sur PC, il y a des différences qui sont assez importantes et une richesse d'activités dans les activités ludiques en réalité virtuelle qui est sous-estimée. Voilà. Et donc la notion de jeu vidéo doit, à mon avis, s'étendre à des activités ludiques qui sont, par exemple, il y a beaucoup de jeux d'énigmes, de puzzles, d'escape room, de jeux de construction. Il y a beaucoup d'activités de peinture, de sculpture, de design. Voilà, il y a un champ d'activités qui est aujourd'hui disponible avec des applications qui sont soit gratuites, soit accessibles à des tarifs très accessibles et qui vont bien au-delà de la notion de jeu vidéo. Ah, très intéressant. Ouais, on est loin du gaming pur et dur. C'est ça. Merci Nicolas pour ces précisions. Maintenant que nous sommes au point avec les chiffres, je vous propose d'écouter ce que les gens pensent réellement de la façon dont l'AR et la VR impactent notre interaction avec le monde. Nous sommes allés à leur rencontre et leur avons demandé leur point de vue sur ce sujet. Sais-tu ce que sont la réalité augmentée et la réalité virtuelle ? Je pense avoir une idée sur ce que c'est la réalité virtuelle, mais l'autre non. Et donc c'est quoi pour toi la réalité virtuelle ? En tête, j'ai les sortes de jeux où en gros c'est comme si c'était la vraie vie et du coup c'est les casques qu'on porte. Je pense. Alors pour moi la réalité augmentée c'est qu'on injecte des objets qui ont été construits par des machines dans une réalité déjà existante, en l'occurrence la nôtre. Et la réalité virtuelle, c'est vraiment un monde immersif dans lequel tout a été construit par une machine.
Que penses-tu des filtres sur Snapchat ou Instagram qui ajoutent des éléments à ton visage ou à ton environnement ? Moi, je les trouve top parce que du coup, ça nous évite parfois de s'apprêter, etc. Après, parfois, je trouve que c'est un peu exagéré parce que ça déforme un peu du coup comment est-ce que le visage il est fait. Mais sinon, c'est une très bonne idée pour moi. Alors, je n'en pense rien parce que je n'ai ni Snapchat ni Instagram, mais des filtres de manière générale, je pense que ça peut permettre à certaines personnes de mieux se sentir dans leur peau, en tout cas d'avoir une meilleure image virtuelle. Mais personnellement, je ne suis ni contre ni pour. Je trouve ça horrible. Parce que ça cache la réalité et on est déjà dans un monde où les gens sont très portés sur le physique. Et là, sur ces réseaux sociaux et tout ça, où on met des filtres, c'est un physique en plus qui est inatteignable et ça donne des images pour les générations à venir qui sont un peu en dehors de la réalité. Penses-tu que la réalité augmentée et la réalité virtuelle vont changer notre façon de travailler ou de nous divertir dans le futur ? Je pense qu'une branche du travail va être définitivement changée par la réalité augmentée, notamment avec des nouveaux produits comme les casques de réalité augmentée d'Apple, qui permettent d'avoir plusieurs écrans sur lesquels on peut travailler. Mais à long terme, j'ai une vision assez pessimiste de tout ça en fait. Malheureusement, oui. Ouais, pourquoi ? Je pense qu'on va être déconnecté de la réalité, de la vraie réalité au final. Ouais. On aura beaucoup plus de gens qui seront seuls chez eux et qui vont se divertir seuls avec ce type de produit alors qu'on peut sortir dans la rue et se divertir autrement. Messieurs, un avis ? Ce sont les points de vue, les remarques que l'on a ordinairement lorsqu'on fait des interventions publiques, y compris dans des milieux professionnels. Et revient toujours cette étrangeté, me semble-t-il, où le fait d'avoir des technologies extraordinaires, assez méconnues, hein, on vient de l'entendre, est tout de suite perçu comme une menace et comme un véhicule de cette notion d'isolement qui, pour le coup, est manifeste aujourd'hui. Les gens sont isolés chez eux, ils sont isolés dans les villes, tout le monde est la tête dans son téléphone dans des proportions qui deviennent pathologiques, c'est pas moi qui le dis. Donc c'est cette réaction de dire, si on a ces technologies qui sont incroyables, on va s'enfermer chez soi et sur soi, m'étonne toujours, d'autant du fait que c'est exactement l'inverse, en fait. C'est qu'aujourd'hui, on fait du FaceTime, des visios, des choses comme ça, avec une notion d'isolement où on est chacun derrière son écran. Et lorsqu'on fait des choses en collectif, en réalité virtuelle, ce qu'on a appelé le métaverse, on a un vrai sentiment de présence et d'interaction riche. Donc, en fait, cette méconnaissance débouche sur une mésinterprétation assez importante du pouvoir de ces technologies. Mais on est là sur une méconnaissance. Après, en ce qui concerne les filtres Snapchat, je pense que là, on est sur des gadgets extrêmement périphériques de nos métiers. Olivier, un avis ? Je partage forcément, tout comme l'IA, la VR, ce qu'on peut rassembler dans XR, ça doit être un outil. Et c'est un outil qui permet de mieux communiquer, de mieux modéliser les formes, les concepts, éventuellement même modéliser des équations mathématiques. C'est extrêmement pratique d'avoir une visualisation 3D d'équations, même simples. Donc en termes d'éducation, pour moi, ça reste un outil. Et on voit là qu'il y a quand même un très gros gap entre la réalité et ce micro-trottoir qui fait effectivement ressortir plus d'émotions que de rationnel. Et Olivier a raison, on a, au-delà de cette angoisse tout de suite qui apparaît, on n'est pas du tout sur des technologies qui ont vocation à effacer les autres. On est sur des technologies qui permettent d'augmenter nos expériences et de substituer des outils plus ou moins adaptés, plus ou moins satisfaisants par d'autres médiums qui apportent une vraie valeur dans un certain nombre de situations et pas toutes. Et il n'est pas question de s'enfermer à l'extérieur de la réalité. La réalité, elle est magnifique. On a grand besoin aujourd'hui de profiter de notre planète pour en prendre conscience de la richesse, de la fragilité et en prendre soin. Donc il n'est pas question avec ces technologies de se déconnecter de la réalité. Au contraire, il est question de mieux l'appréhender, de mieux la découvrir, de mieux l'apprendre pour mieux se positionner dans l'existence. Donc on a là un shift sociologique très courant qui est difficile à démonter. Alors, c'est intéressant, du coup, Nicolas, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu vois l'évolution de la VR et de l'AR dans les prochaines années ? Alors, on peut commencer par préciser qu'il serait préférable de parler des technologies immersives qui sont multiples. La réalité augmentée, AR, la réalité virtuelle, VR, sont deux des plus connues.
Mais il en existe bien d'autres. La vidéo 180 degrés, la vidéo 360 degrés, maintenant la réalité mixte, la photogrammétrie, qui est une technologie qui permet de capturer la réalité en 3D, en photographie, qui aujourd'hui s'enrichit de ce qu'on appelle les NERF, les splitting gaussiens. Donc on est sur des accélérations technologiques qui sont massives, extrêmement enthousiasmantes, un peu comme l'est aujourd'hui l'IA dans sa capacité à produire des choses qui sortent de notre imagination sans compétences graphiques ou vidéo particulières. Donc on a des technologies qui sont très vastes, qui vont permettre de répondre à des situations, des cas d'usage qui sont très différentes et dont il est important de faire la différence. Et puis sur l'évolution des prochaines années, ça a été évoqué dans le micro-trottoir, Apple, qui est un major parmi les majors, vient de rentrer dans le jeu de ces technologies avec effectivement des promesses qui ne sont pas très nouvelles, mais qui apparaissent comme étant très neuves pour beaucoup. Parce que tout ce que Apple montre, on le fait déjà avec des périphériques qui sont aujourd'hui accessibles à tout à chacun entre 500 et 1000 euros, donc des choses qui sont abordables. Mais en tous les cas, ce que dit Apple, c'est que l'ensemble des majors qui depuis plusieurs années travaillent sur ces sujets, Meta, Pico, HTC, Samsung, Microsoft, Apple dit aussi, nous avons là des technologies d'avenir et nous allons y prendre notre part. Donc là, on a un signe très important sur l'évolution de ces technologies dans la société. Et puis peut-être pour compléter, on a aujourd'hui aussi cette accélération technologique sur les casques. C'est-à-dire tous les 6 mois, on a une nouvelle génération de casques qui apparaît, qui sont systématiquement, comme c'est le cas pour les ordinateurs, les smartphones, c'est le cas pour tout le reste, plus puissants, plus confortables, plus légers. Et les nouvelles générations qui viennent de sortir maintenant et qui vont généraliser, qui intègrent ce qu'on appelle un lidar, c'est-à-dire un scanner qui permet de faire la topographie de la pièce pour pouvoir positionner de manière crédible des objets digitaux dans la réalité, et de caméras couleurs qui permettent de voir le monde réel à l'extérieur du casque et donc de réduire ce sentiment de déconnexion du réel. On a là des choses qui vont avoir un impact important sur les usages et les contenus qui vont être produits. Donc on a vraiment aujourd'hui un cadre technologique et un ensemble du studio d'une créativité incroyable qui nous laisse les meilleurs espoirs pour le développement des usages de ces technologies. Est-ce qu'il y a des secteurs en particulier qui vont utiliser ces technologies ? Alors, ils ont déjà été évoqués, le jeu vidéo, le ludique, les activités ludiques en général, bien évidemment. L'éducation et la formation sont systématiquement pointés comme étant le deuxième marché profitable parce que les gains commencent à être perçus comme étant évidents et commencent à être documentés comme évidents. Quand on parle d'éducation-formation, on adresse toutes les verticales existantes, la santé, l'industrie, le tertiaire, enfin voilà, la formation, elle existe dans tous les domaines. Et puis, je trouve qu'il y a un domaine qui n'est pas assez identifié, mais qui commence, en particulier par ces majors, à être une tête de gondole, c'est tout ce qui relève de la culture du patrimoine et du spectacle vivant. Aujourd'hui, il y a de plus en plus, et aujourd'hui c'est gratuit, de concerts que vous pouvez assister en étant dans la salle de concert et qui sont disponibles sur les principaux stores des principaux constructeurs. Les offres qui existaient déjà en 2017 de pouvoir assister à des événements sportifs aux meilleures places du stade ou du ring pour des activités de ce vote commencent aujourd'hui à nouveau à proposer des abonnements qui vous permettent de voir la NBA, du catch, de la boxe, des courses automobiles en ayant une expérience de visualisation sans commune mesure avec « je suis derrière mon écran » et qui est assez différente de « je vais au stade » parce que vous accédez à des places auxquelles vous ne pouvez pas accéder dans la réalité. Donc le monde du spectacle vivant, des événements sportifs est, je crois, un domaine sur lequel il y a un potentiel de développement extrêmement important qui d'ailleurs a bien été identifié par le ministère de la Culture en France. Olivier, tu as quelque chose à ajouter ? Je vais redire ce que j'avais déjà dit sur d'autres interventions. Il y a un spectacle en termes de réalité virtuelle qui a été salué par tout le monde comme étant absolument magnifique, c'est Notre-Dame. Notre-Dame qui permet, par cet intermédiaire du casque de réalité virtuelle, de remonter dans le temps, de revivre quelque part les sensations des bâtisseurs de cathédrales, de revivre l'histoire de Notre-Dame de Paris, tout en étant en 2024 habillé en costume dans un hangar prévu pour ça. Donc on est, je partage l'avis sur et le spectacle vivant pour être aux premières loges des grands événements sportifs ou culturels, et sur quelque part ce qu'on peut appeler le pédago-ludique, l'apprentissage par le voyage imaginaire au travers du casque de réalité virtuelle dans
des cathédrales, dans d'autres constructions ou dans l'histoire ou la géographie du monde. Nicolas, penses-tu que ces technologies vont devenir aussi omniprésentes que les smartphones aujourd'hui ? J'aurais tendance à penser que c'est pas souhaitable. Je veux dire, l'addiction au smartphone, chez les adultes et chez les enfants, est quand même un problème de société. Je veux dire, donc je suis pas sûr que ça soit souhaitable. Ce qui me paraît souhaitable, c'est la substitution d'usage. C'est-à-dire de réduire notre utilisation de smartphone parce qu'avec ces nouveaux périphériques et ces nouveaux médiums, on va pouvoir avoir des expériences ou des activités plus satisfaisantes en immersion qu'on ne l'a sur un écran plat. Et donc, réduire notre addiction aux écrans. Et moi qui pratique beaucoup de réalité virtuelle, où j'essaye à peu près toutes les expériences, et puis il y en a que je pratique régulièrement, faire 1 à 2 heures de réalité virtuelle, ce qui ne pose absolument aucun problème physiologique, à partir du moment où c'est réglé correctement, vous fournit une satisfaction émotionnelle sans aucune mesure, sans aucune commune mesure avec je passe 1 heure ou 2 heures à scroller sur les shorts de YouTube, sur Instagram ou sur ces applications qui sont conçues pour vous vider le cerveau et vous connecter pour voir passer de la publicité. Je suis persuadé que la satisfaction qui est procurée par des expériences immersives, quel que soit le domaine, est suffisamment puissante pour permettre de réduire nos usages d'écrans traditionnels qui sont aujourd'hui excessifs. C'est ça, en fait, on parle d'expérience versus passivité avec les écrans. Ok. Alors, on parle beaucoup du potentiel de la VR et de l'AR dans des domaines comme l'éducation, la santé et l'industrie. Peux-tu nous donner des exemples concrets de comment ces technologies transforment déjà ces secteurs ? Alors, on n'est plus au niveau du potentiel, on est au niveau des résultats et des premiers déploiements. Voilà, le potentiel et les preuves de concept ont déjà tous été faits. On a récemment sorti un livre qui s'appelle « Tout savoir sur l'immersive learning pour renouveler le plaisir d'apprendre et de transmettre », en libre téléchargement sur le site de l'association, fil-so.fr. Et dans ce livre, outre nombre d'informations nécessaires pour bien comprendre la puissance et les spécificités de ces technologies, on a tout un chapitre sur des retours d'expérience et des cas d'usage. Il y en a une quinzaine qui sont très détaillés et qui permettent de fournir au lecteur un retour d'usage de ce que nous on appelle les faiseurs, c'est-à-dire des gens qui ont démarré cette transformation de leurs activités de transmission. Ceci étant, on peut quand même préciser un certain nombre d'exemples qui sont assez significatifs, ou en tous les cas qu'on espère inspirants. On peut parler d'Alstom, par exemple, qui depuis longtemps a une politique de déploiement des technologies immersives très ambitieuse et qui forme aussi bien des cols bleus que des cols blancs sur nombre d'activités. Et c'est une activité en forte croissance puisqu'ils sont en train d'ouvrir des centres, des learning centers dans lesquels il y a systématiquement de la réalité virtuelle sur l'ensemble des continents et des pays sur lesquels ils interviennent. On peut citer le CNAM qui a aujourd'hui créé le premier laboratoire de physique-chimie virtuelle qui est aussi bien utilisé par les enseignants que par les élèves en préparation ou après les cours pour travailler sur les applications. On peut citer l'Université de Nantes qui aujourd'hui commence à former ses étudiants à la pratique de l'anglais ou des langues étrangères en réalité virtuelle, puisque là, la notion de « je n'ai plus moi qui parle devant la classe, mais je suis un avatar dans un environnement réaliste » est un puissant facteur de libération de ce qu'on maîtrise mal, c'est-à-dire la parole dans une langue étrangère. Et puis par ailleurs, sur ce sujet, on vient de voir apparaître une offre commerciale qui s'appelle GoStudent, qui pour 300 €, vous permet d'avoir 3 mois de cours hebdomadaires, 200 €, 3 mois de cours hebdomadaires pour tout à chacun, plutôt un public jeune, me semble-t-il. On peut citer aussi le 3CABTP, qui est la grosse organisation du bâtiment, qui développe depuis longtemps des cursus de formation sur plein de compétences professionnelles et qui est en train de les augmenter dans des proportions considérables grâce à un gros appel à projet du ministère du Travail qui s'appelle Definum. Et on peut par exemple enfin citer le BPCE, le groupe bancaire, qui forme ses collaborateurs aux consignes de sécurité sur lieu de travail en réalité virtuelle. Ils en ont formé 8000 aujourd'hui en moins d'une année. Et qui par ailleurs forme les conseillers en agence sur ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les bons comportements, là aussi avec ces technologies. Et là, on est sur vraiment quelques exemples d'une multiplicité d'usages dans une multiplicité d'organisations, quelle que soit leur taille et quel que soit leur champ d'activité. Donc, ces exemples innombrables nécessitent, et j'en termine là, nécessitent d'être collectés, documentés, objectivés pour que justement on puisse précisément répondre à cette question et inspirer des engagements de nouvelles organisations. Et pour cela, France Immersive Learning travaille activement aujourd'hui à la création d'un observatoire des usages pour pouvoir fournir ces informations tout à chacun. Les chiffres montrent une croissance rapide de la VR et de l'AR, mais alors il y a aussi des défis et des risques. Quels sont selon toi les principaux obstacles à l'adoption massive de ces technologies ? Il y en a effectivement un certain nombre, et à mon avis, on peut les présenter de 3 ordres. La méconnaissance,
des sujets méthodologiques et sociétaux. La méconnaissance, c'est que malgré l'ancienneté de ces technologies, si on remonte aux prémices des technologies immersives et de la réalité virtuelle, on est au début des années 70, fin des années 60, début des années 70. Dans les années 90, Nintendo et d'autres, Sega avaient sorti des premiers casques de réalité virtuelle, primitifs par rapport à aujourd'hui, mais quand même. Donc, sur la première décennie du XXIe siècle, les grands industriels et les laboratoires de recherche ont massivement utilisé des technologies immersives. À l'époque, on appelait ça des caves, c'était des pièces qui étaient un peu compliquées, un peu onéreuses, mais en tous les cas, ils ont massivement utilisé ces technologies pour faire de la recherche, mais aussi pour faire de l'ingénierie chez les grands industriels de l'automobile et de l'aviation, par exemple. Donc on est sur des technologies anciennes, mais qui aujourd'hui sont devenues très accessibles financièrement et en termes de déploiement, mais qui sont globalement très méconnues. Le micro-trottoir en témoigne, et on a à peu près ces mêmes méconnaissances auprès des professionnels qu'on rencontre quotidiennement. Donc, malgré l'énorme travail d'acculturation que nous, professionnels, faisons depuis des années, nos technologies, leurs capacités, leurs spécificités, leurs puissances et leurs résultats sont méconnus. C'est un frein. Le deuxième frein, il est méthodologique. La question est de parler d'une adoption massive. Donc on passe de petites expérimentations, de preuves de concept, d'animations en réalité virtuelle, qui se font beaucoup. Vous voulez former les gens à l'utilisation d'un pacemaker ou les premiers gestes de secours, vous allez faire venir une entreprise spécialisée qui a un programme qui va bien et vous allez faire défiler tous vos collaborateurs. Et c'est très utile, très agréable et très efficace. Mais on est là dans une animation. Donc l'enjeu, il est donc une massification des usages. Et pour ça, il faut accepter de ne pas savoir et d'être aidé. Parce que pour passer à une massification des usages, il faut une vision stratégique, à court, moyen et long terme. Et que cette vision stratégique, elle s'incarne à travers une équipe, à travers des champions internes qui vont progressivement déployer ces contenus et en démontrer l'intérêt pour l'organisation. Donc, cette notion de « je construis une stratégie pour transformer mes pratiques » est encore aujourd'hui terriblement sous-estimée. Et donc, les organisations spécialisées de conseil auprès des entreprises, comme elles le font dans le digital learning d'une manière générale, elles s'adressent à des professionnels qui vont les conseiller, est encore mal passée dans nos métiers. Et les gens ont plutôt l'intention d'y aller va comme je te pousse et de se débrouiller, ce qui évidemment ne peut pas fonctionner. Et le troisième élément, il est sociologique ou sociétal, parce que même si lorsque vous mettez un casque à peu près n'importe qui, lorsqu'il le retire, l'émerveillement est là. Mais il semble, et j'ai du mal à expliquer pourquoi, il semble que le fait de mettre un casque reste un frein. Voilà. Quels que soient les âges, les conditions, le sexe, voilà, il n'y a pas de marqueur. Donc, j'ai du mal à m'expliquer pourquoi, mais ça reste un frein, au déploiement des technologies immersives. Et puis, dans le grand public, les gens n'achètent pas de casque, encore pas assez, voilà, pour des raisons aussi probablement de méconnaissance de la quantité incroyable de choses magiques qu'on peut faire avec un casque. Eh bien, les gens ne s'achètent pas de casque, donc on a du mal à faire des activités collectives, alors qu'elles sont là, et très souvent gratuites. Et comment surmonter ces freins, selon toi ? Alors, le propos de France Immersive Learning, à la racine du propos de France Immersive Learning, et puis d'une partie de ma carrière, il est cette conviction partagée que tout est dans l'éducation. À peu près toutes les solutions sont dans l'éducation et la formation. Donc il faut éduquer, il faut informer, il faut former les gens, il faut soutenir les initiatives et les valoriser. Il faut aussi soutenir les innovateurs. Alors, moi qui faisais partie des pionniers de l'utilisation d'Internet au début des années 90 dans les lycées professionnels, j'ai souvenir d'un certain isolement des innovateurs, donc ils ont besoin d'être soutenus. Puis je crois qu'il y a une clé aussi qui est importante, c'est la mutualisation. La mutualisation des savoir-faire, la mutualisation des contenus, la mutualisation des bonnes pratiques qui vont permettre à chacun de ne pas réinventer la poudre, mais de s'appuyer sur un socle progressivement de connaissances et de savoir-faire qui vont permettre d'avancer efficacement. Alors, l'objet de ce podcast, c'est d'acculturer et le grand public et les entreprises aux technologies émergentes, mais aussi de donner des conseils actionnables. Du coup, Nicolas, selon toi, quels seraient les conseils pratiques pour l'utilisation de l'AR, de la VR, pour les décisionnaires des TPE, des PME, des ETI, par exemple ? Les organisations qui s'intéressent au sujet doivent acculturer leurs collaborateurs, les former pour que se crée un groupe pilote avec des champions, comme j'évoquais tout de suite, et qu'ils soient en capacité de lire dans l'organisation là où les premières expériences seront les plus efficaces et en même temps les plus économiques.
Il vaut mieux faire du petit efficace que du gros machin qui crée des tunnels et souvent des déceptions. Et que ces champions soient le vecteur de la mise en place de cette stratégie. Je ne connais pas d'autres méthodes pour avancer sur... je comprends ces technologies et surtout, je suis capable de construire en quoi elles vont être utiles à mon business, à mon organisation. Parce que les cas d'usage qu'on présente sont très spécifiques des organisations. En fait. La question, ce n'est pas de savoir si ça marche et comment ça marche. C'est où est-ce que ça va apporter à une organisation une valeur immédiate et un ROI extrêmement important. Et ça, il n'y a pas d'autre méthode que acculturer, former, construire un groupe pilote, faire de l'idéation sur les pain points de l'organisation et ensuite déployer. Olivier ? Tu l'as dit dans la dernière phrase, c'est identifier les pain points de l'organisation. C'est à partir de là qu'on aura une clé de lecture vraiment efficace sur où installer de la VR, où installer de l'AR, pour quel ROI, dans quel process. Et c'est à partir du moment où on aura identifié ça qu'on pourra à ce moment-là acculturer et dire voilà les organisations, voilà où on peut le faire. Et ça, l'Observatoire peut apporter beaucoup sur ce terrain-là également. Et Olivier, pour déceler les champions, comment on fait ? Ah, si je le savais, je serais riche. Marine, tu imagines bien ? Je serais très très riche et depuis longtemps. J'aimerais bien pouvoir répondre à cette question. Malheureusement, je crois que beaucoup ont essayé et peu ont réussi à avoir plusieurs fois de suite au moins la bonne méthodologie pour déceler les champions. Si on revient à la question et un peu plus sérieusement, pour les collaborateurs, je vais reprendre ma casquette innovation, c'est tester, essayer. Qu'est-ce que ça vous apporte à titre privé, à titre professionnel ? Il y a des expériences partout, que ce soit à Paris, Lyon, Londres, Singapour, il y en a partout. On peut en trouver partout. C'est très peu onéreux. Effectivement, Nicolas l'a dit, il y a beaucoup d'expériences dont l'accès est soit gratuit, soit c'est quelques euros, quelques dollars pour y accéder. Donc, testez et vous verrez effectivement que ça génère, ce que tu as dit, un émerveillement sur tout ce que l'on peut ressentir en termes émotionnels à la suite d'une expérience immersive. Avez-vous des ressources à partager à nos auditeurs, des ressources ou des expériences ? Eh bien, nous avons les deux, puisque le 20 septembre 2023, nous avons sorti le livre de référence de l'Immersive Learning, qui s'appelle Tout savoir sur l'Immersive Learning, et qui est en libre téléchargement sur le site de l'association, fil-asso.fr. Et vous trouvez aussi sur ce site les résultats de la première grande enquête qu'on a fait sur les usages. Donc aujourd'hui, ce site a vocation à être un des premiers centres de ressources sur ces informations, mais vous pouvez aussi aller sur le site de nos camarades de l'AFXR, qui aujourd'hui est une autre association du domaine et qui produit aussi des ressources documentaires et scientifiques de grande qualité. Merci à tous les deux. Avant de conclure, je vous propose d'ouvrir nos chakras de la réflexion avec Olivier. Olivier, c'est à toi. La VR, l'AR, l'XR, tous ces termes se rejoignent dans l'imaginaire collectif comme le vecteur, la passerelle, le sésame vers un monde meilleur, haut en couleur, ou devrais-je dire, mais éloigné du quotidien, dans des univers fantasmagoriques faits de relations choisies avec des avatars choisis. Loin de la vie réelle, les potentiels créatifs et émotionnels pourront s'exprimer sans barrière ou contrainte de la société. Un Graal, un objectif ou un échappatoire, c'est à chacun d'en décider. L'éducation, la formation, voire l'acculturation ne rentrent pas dans ce schéma d'évasion mentale, mais bien au contraire, c'est certainement un média adapté à une approche intellectuelle et scientifique performante et différente. Couplée à l'intelligence artificielle ou non, elle permettra sans doute une plus grande efficacité dans l'apprentissage initial, mais aussi continu. La question de l'accès à ce nouveau média, dont on a longuement parlé, reste la pierre angulaire, le verrou à ouvrir. Les acteurs en place redoublent d'ingéniosité pour libérer les casques de leurs défauts, tout en provisionnant des logiciels ludiques ou guerriers pleins de promesses, mais aussi de chevaux de Troie pour capter nos données personnelles jusqu'à l'expression de nos émotions au travers de capteurs vidéo intégrés, nous regardant à l'intérieur du casque, afin de toujours mieux nous connaître. Et si nous parlons matériel, il faut aborder le logiciel, le cœur du dispositif, celui qui déterminera et poussera à l'acte d'achat ou d'usage. Encore une fois, la bataille finale sera sur ce terrain du logiciel, mêlant ludique et intérêt privé, à moins que le bien commun ne l'emporte, mais l'intérêt privé doit-il s'immiscer dans cet environnement si particulier qu'est l'éducation des enfants ? Vous avez 4 heures. Nicolas, Olivier, merci d'avoir partagé vos connaissances et vos points de vue. Nous vous mettons toutes les ressources citées dans la description de l'épisode. Belle journée à vous.
Belle journée. Belle journée, Marine. Et voilà, chers auditeurs, c'est tout pour cet épisode de Tendance Inno. Un grand merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez trouvé cette discussion aussi enrichissante et inspirante que nous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes. Vous pouvez retrouver Tendance Inno sur toutes les plateformes de podcast, YouTube et Dailymotion. Si vous aimez ce podcast, faites-le nous savoir et aidez-nous à le faire connaître grâce à vos commentaires et à vos partages. Pour plus de contenu sur les technologies émergentes, suivez-nous sur les réseaux sociaux de DocaPost et de WAGMI Trends. À bientôt pour un nouvel épisode, placé sous le signe de la tech, du Web3 et de l'innovation. D'ici là, continuez à explorer, à innover et à créer.